Je m'appelle Hervé Lyon, effectivement, quand tu parlais de 35 ans de supply chain, tu faisais peut-être référence à moi, mais j'en ai presque 35 ans. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Pas que toi. Ouais, effectivement. Donc je suis très heureux d'avoir aussi modestement contribué au référentiel et puis à toute la démarche qui a été lancée. Moi, je suis convaincu depuis de nombreuses années qu'il fallait avoir des démarches de bonne pratique et surtout de partage d'un référentiel qui soit un minimum digitalisé. Donc là, je vais vous parler un peu de la partie du critère supply chain. Donc j'ai un cabinet, mais qu'on a renommé, qui s'appelle Scale, auparavant C-Partners. La particularité aussi, mais c'est pas mon propos ce matin, c'est qu'on a un outil qu'on appelle un jumeau numérique. Alors, le jumeau numérique, c'est aujourd'hui quelque chose qui devient de plus en plus utilisé. Il y a beaucoup de marketing. Nous, on en fait depuis 2015. Donc, je suis très heureux finalement que le jumeau numérique en supply chain, on en parle de plus en plus. Mais nous, on n'en parle pas parce que ça devient la mode. On a énormément de cas clients qu'on a traités. D'ailleurs, on a fait un beau cas intéressant l'année dernière avec Sterelia qui a donné lieu à un webinaire. Ce jumeau numérique s'appelle Scale, qui voulait dire historiquement supply chain agile et lean. Alors, Thierry m'a demandé comment ça marche ici, là. Thierry m'a demandé effectivement d'être suffisamment concret. Il a raison, parce que quand on parle de stratégie, on peut très vite tomber dans pas mal de théories. Donc j'ai essayé de vous faire une présentation qui certes est pas du tout exhaustive sur les problèmes stratégiques, mais d'illustrer un certain nombre d'éléments qui sont vraiment sur la stratégie supply chain. Et je suis très heureux de la dernière question qui a été posée, parce qu'en particulier, historiquement, un de mes focus, c'est le lien entre supply chain et finance. Et c'est aussi de ça dont je vais vous parler aujourd'hui en matière de stratégie. Alors sur la grille, sur la partie stratégie, ce que l'on a mis, donc je l'ai rappelé là, de manière très synthétique. Évidemment, quand on parle de stratégie de supply chain, ça veut dire que, quand on est au niveau le plus avancé, la stratégie de supply chain est clairement formulée, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Clairement formulée en politique de service client, clairement formulée en gestion des actifs, au sens supply chain du terme, c'est-à-dire les réseaux de distribution, le sourcing, les choix d'internalisation, d'externalisation, clairement formulés, parce que pour moi, c'est des côtés qui sont vraiment stratégiques, et parfois qu'on a tendance à penser trop opérationnels, qui sont ce que j'appelle l'operating model. Est-ce que vous êtes en make to stock ou make to order, par exemple? Après, on peut dériver sur un RP, des DMRP, etc. Mais en fait, il y a quand même des choix ici qui sont véritablement stratégiques dans une supply chain, dans les impacts sur les processus, sur les systèmes d'information, sur les capacité clés. Il y a bien sûr toutes les technologies, la digitalisation. Donc ça, c'est tout l'aspect de formulation de la stratégie. Il y a tout l'aspect de la feuille de route. Alors après, quand on fait de la transformation, il y a plusieurs grilles de critères. Il y en a une qui, historiquement, n'est pas nouvelle, mais qui résume bien, qu'on appelle OMOC, qui veut dire qu'on travaille sur les aspects de l'organisation, qu'on travaille sur les aspects des métiers, des compétences, qu'on travaille sur les aspects des outils, de la techno, et qu'on travaille, ça on l'oublie souvent, sur l'aspect de la culture. Et puis évidemment, quand on parle de stratégie, il faut avoir des outils de pilotage stratégique et de scorecard. Et aujourd'hui, c'est pas nouveau, on parle par exemple d'IBP, Integrated Business Planning, qui est finalement le lien entre les SNOP et le financier. On a parlé juste avant, et c'est vrai que c'est un des éléments aujourd'hui sur lequel il y a encore beaucoup à faire dans une scorecard de supply chain. Alors je voudrais rappeler quelques fondamentaux, parce que Thierry disait qu'il y a des convictions dans les référentiels. J'en ai toujours eu quelques-unes en supply chain, mais des convictions qui sont assises sur toutes mes expériences et qui ne sont pas du textbook. La première, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise stratégie, en fait. Dans l'absolu de supply chain, ça n'a pas tellement de sens. Une stratégie de supply chain, elle est bonne ou mauvaise en fonction de la stratégie de l'entreprise. Donc, je suis désolé si j'enfonce une porte ouverte, mais en fait, ce point-là, il est assez fondamental dans ce qu'on va voir derrière. Ensuite, la deuxième chose, c'est que les bonnes pratiques ne fondent pas une stratégie de supply chain. Évidemment,
Et là, on parle beaucoup de bonnes pratiques, et à juste titre, c'est très important. Mais c'est pas parce qu'on a des meilleures pratiques sur un certain nombre de processus que ça définit la stratégie de la supply chain. Et ça, malheureusement, je l'ai vu trop souvent. Je dirais que les bonnes pratiques, au contraire, elles doivent dériver d'une orientation stratégique de supply chain. Et je vous donnerai un exemple sur 2-3 orientations en termes de stratégie qui n'impliquent pas du tout les mêmes bonnes pratiques. La troisième chose de conviction aussi, qui peut-être un peu provoque, c'est que se benchmarker sur des ratios de performance, là je ne parle pas forcément de la maturité, mais je parle par exemple du niveau de couverture de stock, parce que je vais prendre cet exemple-là dans la présentation. Si on n'est pas capable de la relier à la stratégie de supply chain, c'est au mieux c'est neutre, et au pire c'est dangereux. Combien de fois j'ai vu, et je vais en revenir dessus, puisque c'est l'actualité des objectifs de réduction brutale, le PFR et donc des stocks, qui ont complètement fait dériver la situation financière dans un sens tout à fait contraire à ce que l'on attendait, pour d'excellentes raisons que les supply chain managers connaissent bien. Donc, quand je vois les rapports des auditeurs qui font des benchmarks sur le PFR et les taux de couverture, et qui convainquent les CEO que, effectivement, par exemple, il y a des couvertures en stock qui sont trop élevées et qu'il faut brutalement les réduire, sans du tout se préoccuper sur la stratégie produit, sur la stratégie de service client, etc., je ne peux que, en étant au cœur de la supply chain, de bondir au plafond. Et puis, la stratégie, je rappelle aussi que c'est à un moment donné, c'est faire des choix. Donc, on ne peut pas être bon partout. Je rappelle aussi, en particulier sur la supply chain, c'est difficile d'être au top partout. Et donc, il faut savoir faire des choix. Alors, finalement, quand on est dans la supply chain, et c'est ce que j'appelle un peu le dilemme stratégique, le triangle stratégique d'une supply chain. Alors, et là aussi, vous allez peut-être considérer que c'est extrêmement simple, mais derrière, ça induit pas mal de choses. C'est finalement, on est au cœur d'un dilemme qui est entre les services, les coûts et les stocks. Alors là, j'ai pris les stocks, je devrais parler, mais j'ai pas voulu non plus complexifier la présentation, plus généralement des actifs, c'est-à-dire les actifs circulants, c'est les stocks. Alors je parle pas de tout ce qui est le BFR avec les créances clients et les dettes fournisseurs, c'est pas mon propos puisque je veux rester assez simple. Donc là j'ai pris les stocks, mais évidemment il y a aussi les actifs immobilisés qui sont les entrepôts quand on les a, qui sont les usines, etc. Et donc le dilemme stratégique, vous le connaissez bien, c'est que il faut être au top du service. Évidemment ça c'est important pour les commerciaux, pour le marketing, mais en même temps on a la pression sur les coûts. Il faut être au meilleur coût. Et puis aujourd'hui, c'est redevenu d'actualité parce que jusqu'à la crise, pas celle du Covid, mais celle de l'Ukraine, au démarrage de l'Ukraine, c'est vrai que le BFR, les stocks intéressaient moins. Et maintenant, effectivement, pour beaucoup d'entreprises, le cash, les stocks étant de l'immobilisation du cash, c'est devenu un critère qui redevient sur le devant de la scène. Et donc, il y a énormément de pression à nouveau sur la réduction des stocks pour améliorer le cash flow. Et donc, en supply chain, finalement, la difficulté, c'est quel est le bon point d'équilibre entre les trois. Et déjà, formuler ce point d'équilibre en alignant les directions générales, les directions commerciales et marketing, les directions d'achat, les directions financières, c'est assez compliqué. Ma modeste ambition aussi, c'est de donner quelques conseils, en tout cas, quelques tuyaux, si je peux dire, pour faciliter cet alignement. Alors, vous savez comme moi que c'est un problème complexe, parce que quand on parle de service, on parle de quoi déjà? Alors, je ne parle pas uniquement du taux de service, de l'OTIF, etc. Je parle aussi d'une politique en termes de delivery lead time, qui a évidemment un impact fondamental derrière sur par exemple, un réseau, l'organisation d'un réseau de distribution de supply chain, mais c'est aussi le portefeuille produit et son niveau de diversité. C'est aussi jusqu'à quel niveau vous acceptez une flexibilité dans les commandes que vous recevez des clients. Donc assez vite, finalement, le service se traduit en plusieurs critères clés. Les coûts, évidemment, on parle de la logistique, on parle de la prod, on parle des achats, on parle aussi, évidemment, il y a un impact clé sur les lancements de nouveaux produits, la R&D, etc. Et puis les stocks, c'est ce que je vous ai mis à gauche. Quand on parle de stock en fait, d'un point de vue financier, on parle plus d'actifs, donc les actifs circulants qui sont effectivement les stocks, et puis les actifs immobilisés. Donc déjà, quand on est au cœur de la supply chain, on a très vite pas mal de paramètres à gérer,
qui complexifient la sauce. Alors, c'est un équilibre qui est difficile à obtenir, et ayant fait effectivement beaucoup d'années derrière moi, j'ai vu, à partir des années, il y a 25 ans, les mouvements massifs d'offshoring dans les pays qui étaient dits à bas coût, qui ne le sont plus aujourd'hui. Mais déjà à l'époque, je disais, faites gaffe, parce qu'en allant s'approvisionner en Chine ou dans ces pays-là, vous allez mécaniquement faire augmenter le PFR à les stocks, compte tenu des délais d'approvisionnement et compte tenu des erreurs de prévision, ce qui est quand même une évidence quand on fait de la supply chain. Alors aujourd'hui, on parle maintenant de réindustrialisation et on s'aperçoit que comme les stocks redeviennent un enjeu clé, effectivement, la proximité est intéressante pour être plus agile. Et évidemment, chacun sait bien que si on va s'approvisionner très loin dans les pays à bas coût, on va mécaniquement faire augmenter les stocks à taux de service équivalent, ou bien si on a des quantités d'approvisionnement très importantes, c'est la même chose. Si à droite, en haut, si on veut améliorer l'agilité de la supply chain sans pénaliser les stocks, ben on sait qu'il faut plus de capacité. Cette capacité ne va pas forcément être toujours très bien utilisée, donc on augmente les coûts, on peut augmenter effectivement le service, mais ça va être au prix d'une augmentation des coûts. Si vous voulez élargir votre portefeuille de produits, c'est pareil, au sens d'un meilleur service, il y a fort à parier que ça va augmenter les stocks dans vos points de distribution et autres. Donc tout ça, c'est finalement des arbitrages auxquels vous êtes confrontés en permanence, et c'est bien ce point d'équilibre qu'il faut trouver. Et quand on approche la supply chain uniquement sur une de ces dimensions en ignorant les autres, c'est là où on crée des désalignements entre la stratégie d'un côté et la supply chain. Mais c'est là aussi, vous savez comme moi, qu'il faut pouvoir communiquer auprès des directions générales, des directions commerciales en permanence, des directions d'achat, pour qu'ils comprennent bien les arbitrages et que la supply chain, on ne peut pas, effectivement, c'est pas la quadrature du cercle, personne n'a jamais réussi à la faire. Et donc, à un moment donné, il y a des arbitrages à faire, et c'est bien de cela, dans une stratégie de supply chain, qu'il faut pouvoir déterminer. Alors, je voulais, comme je vous l'ai dit, je ne voulais pas non plus faire tout un tas de théories sur la supply chain, et je veux plutôt vous présenter un exemple qui est d'actualité, qui est la problématique aujourd'hui de réduction des stocks et du BFR, et donc d'amélioration des cash flows, puisque le coût aujourd'hui du financement a fortement augmenté. Il y a des filières, Philippe le sait, dans l'aéronautique par exemple, où on a des travaux de carnet de commandes, mais il y a des problématiques de BFR dans les ETI, dans les PME, parce que les cycles se sont allongés, parce que la matière première a fortement augmenté, parce qu'il y a des ruptures. Et donc, il y a aujourd'hui ces questions-là, où la question de la maîtrise du cash redevient un élément critique de performance des supply chains de bout en bout. Alors, donc la question c'est, ok, il faut améliorer le positionnement du cash, il faut donc essayer de réduire les stocks, mais comment? Et comme vous le savez, si on le fait brutalement, ça risque d'être au détriment du chiffre d'affaires à travers le service, alors que l'on soit dans la distribution, vis-à-vis effectivement de ruptures en linéaire et autres, ou que ce soit dans l'industrie en B2B, parce que si on est dans l'automobile, dans l'aéronautique et autres, et qu'on ne peut pas livrer en temps et en heure, on a des pénalités sur les chaînes d'assemblage automobile. Il ne vaut mieux pas créer des ruptures parce que ça coûte très cher, mais aujourd'hui c'est absolument pareil aussi dans la filière aéronautique. Donc la question c'est comment faire ça, et ce que je veux vous montrer c'est que en fait c'est pas une question qu'on peut attaquer uniquement d'un point de vue opérationnel, c'est vraiment une question à un moment donné qui va remonter sur la stratégie supply chain et finalement sur la stratégie de l'entreprise. Alors je voudrais, et ça c'est un élément que je pousse moi, depuis 20 ans, qui est super simple, et Dieu sait si pourtant c'est un indicateur qui est très peu utilisé dans les entreprises, et qui est pour moi un indicateur extrêmement simple et extrêmement puissant. Pour réconcilier la performance d'une supply chain avec la performance financière. Je reprends mon triangle stratégique service, coût et stock. Le service, il impacte le chiffre d'affaires. Et évidemment, si vous prenez la marge opérationnelle, d'ailleurs,
quelqu'un a posé la question de dire est-ce que dans votre SNOP, vous intégrez aussi la marge? Je pense que c'est une très bonne question. C'est pas suffisamment aujourd'hui intégré dans la SNOP. Alors après, je ne vais pas rentrer dans toute la marge au sens comptable du terme. Là, je prends la marge brute en considérant les coûts comme ce qu'on appelle le COGS, hein, le COGS of goods sold. Je ne vais pas complexifier la sauce, donc prenons juste les marges brutes, effectivement qu'on devrait suivre. Et puis, il y a un indicateur qu'on connaît assez peu en supply chain, mieux connu des financiers, mais en tout cas souvent peu partagé, qui est le ROS, le Return on Capital Employed. Alors, si vous lisez des bouquins de compta, c'est un peu plus compliqué que ce que j'ai mis ici. Mais grosso modo, c'est dire, j'ai un actif qui est mobilisé ou qui est circulant, donc là j'ai pris les stocks, c'est un actif qui circule, et donc c'est du cash qui est immobilisé, hein, quand vous avez du stock, et combien ce stock, il contribue à la marge. Donc le ROS, c'est ni plus ni moins que la marge sur la rotation de votre stock. Si vous avez une rotation un stock qui tourne 10 fois par produit, vous regardez le stock et combien sur l'année, en tournant 10 fois, il a contribué à la marge de l'entreprise. Donc vous voyez que c'est quand même un indicateur qui est super simple. Alors on peut le complexifier un peu plus en y mettant les actifs de la supply chain qui sont immobilisés, c'est-à-dire le réseau de distribution, les entrepôts, les usines, etc. Mais restons simples. Et en fait, quand vous calculez cet indicateur-là, ce qui est très intéressant, c'est que tout de suite, il vous dit si vous détruisez de la valeur, au sens financier du terme, ou si vous en créez. Parce qu'il y a, évidemment, dans la stratégie de supply chain, je ne l'ai pas mentionné parce que ça va être la prochaine conférence, je n'ai pas du tout mentionné toute la partie sustainability, qui devient un élément et un critère tout à fait déterminant à juste titre. Et j'en reste là sur des indicateurs purement financiers. Et donc, le ROS, en fait, ça vous donne tout de suite, parce que tous les financiers, ils regardent ça, et même les analystes, est-ce que vous êtes dans les objectifs ou pas dans les objectifs? C'est-à-dire que s'il est trop bas, c'est-à-dire que vous immobilisez du cash dans votre stock, mais qui ne contribue pas suffisamment à de la marge. Hein. Et donc, il faut qu'il soit au-dessus d'un minimum. En général, par exemple, on considère, suivant les secteurs, que ça doit être au minimum à 25%. Alors après, je ne vous ai pas présenté les tableaux par secteur hein, de ROS, mais vous pouvez les demander à les auditeurs, mais c'est toujours intéressant de voir ça. Et vous allez voir le lien que je vais faire, parce qu'en fait, si vous vous ciblez uniquement sur cet indicateur-là, vous allez voir que vous pouvez avoir des stratégies de supply chain qui sont complètement différentes, avec des supply chains qui ont beaucoup plus de stock que d'autres, mais en fait qui ont aussi des ROS excellents, parce que la stratégie a été prévue dans le portefeuille de produits, dans le service, etc. Vous avez des supply chains où il y a beaucoup moins de stock, mais on est sur des produits de commodité qui tournent très vite, et avec des marges plus faibles. Donc je vous invite fortement, quand vous discutez aux financiers qui vous disent tu as trop de stock, tu dis écoute, est-ce que tu peux déjà me calculer le ROS? Je vais vous montrer comment un exemple, et d'ailleurs j'y viens dessus tout de suite. Donc là par exemple, on a travaillé donc, avec un client qui n'a pas pu venir, en l'occurrence là il s'agissait, il y a quelques années, on fait des choses avec eux, du groupe Albers qui est Comap, qui fait donc tous les systèmes de raccordement, régulation, pour le chauffage, la clim, la plomberie, etc. Et c'est des exemples intéressants parce qu'il y a beaucoup de références produits. Il y a un certain nombre de sites, une douzaine de sites. Il y a une distribution avec des marchés clients différents. Hein. Il y a de la GSB, il y a des artisans, il y a de l'online. Enfin bon, ce qu'on trouve aujourd'hui dans la complexité des distributions, évidemment. Et c'est assez amusant parce que ils ont une stratégie il y a des concurrents, et eux, leur stratégie, par exemple, c'est vraiment une stratégie d'avoir un portefeuille assez large de produits parce qu'ils considèrent que, justement, les clients doivent pouvoir trouver tout ce qu'ils cherchent chez eux sur l'ensemble des segments sur lesquels ils se positionnent. Ils ont des concurrents qui ont des stratégies tout à fait différentes de celle-ci, avec des offres produits beaucoup plus limitées, mais évidemment pas tout à fait non plus avec le même coût, avec le type de service.
Et c'est un bon exemple parce que là, l'objectif c'était quand même d'améliorer le BFR, le cash et de réduire les stocks, mais en faisant attention de ne pas fragiliser le positionnement stratégique de l'entreprise historiquement. Et donc pour faire ça, on a travaillé sur 4 dimensions, et en tout cas c'est mon objectif ici, c'est en vous montrant un petit peu ces dimensions. Alors je suis resté là aussi très synthétique, hein, je pas, sinon on pourrait y passer l'après-midi, mais c'est simplement pour vous illustrer à quel point ces dimensions, tout de suite, cette question de réduction des stocks ou d'optimisation du BFR qu'on peut considérer comme finalement assez opérationnelle, prend des dimensions tout à fait stratégiques, à la fois sur la supply chain et sur l'entreprise. En l'occurrence, je dirais il y a 4 questions clés. L'analyse de la diversité produit. Donc justement, une des premières questions, c'est est-ce qu'on n'a pas un portefeuille de produits trop large? Est-ce qu'il ne faut pas le réduire? Mais la question, elle est un peu plus compliquée que ça, puisqu'ils sont dans une logique de one-stop shop, et de dire, bah justement, nous, notre image de marque, c'est qu'un client il doit pouvoir trouver tous les produits, et forcément, quand vous êtes dans cette logique-là, vous avez des produits qui tournent beaucoup moins que certains autres. Et j'ai vu, malheureusement, par le passé, alors vous le savez comme moi, si vous faites une analyse brutale du taux de rotation des produits, vous avez parfois des gens ou des choix qui vous disent bah, toute la long tail, je la coupe. Malheureusement, en coupant la long tail, on peut dégrader l'image, et puis je le montrerai tout de suite après. Et quand on regarde le ROS, l'indicateur que je vous avais passé, que je vous avais montré, on s'aperçoit que dans la long tail, il y a tout un tas de produits qui contribuent très fortement à la marge, même s'ils tournent peu. Deuxième question, c'est la variabilité. Moi, ça fait 20 ans que je me bats dans les supply chains pour dire que, et c'est pour ça qu'on a constitué un jumeau numérique, puisque l'intérêt du jumeau numérique, c'est vraiment de créer une image fidèle d'un fonctionnement de supply chain avec toutes ces contraintes de variabilité, que la variabilité de la demande, la variabilité des lead times, c'est un élément vraiment fondamental de performance des supply chains. On ne peut plus se contenter d'avoir uniquement des indicateurs, même si on a une variance autour de ces indicateurs. C'est devenu, et aujourd'hui c'est vrai que la crise remet ça à juste titre sur le dessus du panier avec les ruptures, etc. On redécouvre que la supply chain, c'est comme un long fleuve tranquille sur lequel il suffit de faire des prévisions, de la planification, puis après c'est bon, on y va d'aval en amont, on planifie en cascade, on redécouvre qu'il y a des contraintes de rupture et qu'il faut en permanence faire de l'aval en amont, mais aussi de l'amont en aval. Donc cette question, alors là aussi d'ailleurs une autre question que je vois et sur lequel je me suis battu pendant longtemps, c'est avoir un taux de service unique, ça peut coûter très cher, et donc la question à nouveau aujourd'hui, c'est comment différencier des taux de service en fonction des typologies clients, marché, produits, et qu'est-ce que je risque de perdre, qu'est-ce que je risque de gagner, et qu'est-ce que ça impacte sur les stocks et sur le cost to serve. Donc ça, c'est deuxième élément important qui, vous le voyez aussi, a des répercussions stratégiques. Le troisième, c'est que là, comme il y avait beaucoup de stock usines, une des questions aussi, c'était sur la partie du découplage, en particulier que j'appelle ici MTS, MTO, avant de parler est-ce que c'est du DDMRP, du MRP, etc. Et évidemment, dans une question de dire ça peut être intéressant pour réduire les lead times et accessoirement aussi gagner en stock, vous le savez comme moi, pour diminuer la variabilité. Mais on sait aussi que si c'est mal maîtrisé, si c'est pas les bons produits, on va faire le contraire, c'est-à-dire on va gonfler exagérément les stocks. Et puis évidemment, il y avait aussi l'aspect du réseau de distribution, où là on est sur les assets dont je parlais, donc là c'est en particulier la question du nombre de plateformes, éventuellement internalisées ou pas, et qui est directement lié aussi à des politiques de service, à des choix d'allocation des produits sur les plateformes en fonction précisément des choix, est-ce que je livre en 24 heures, 48 heures, etc. etc. Donc vous voyez simplement pour que la question initiale qui est de dire il faut que je réduise mon BFR et les stocks, ouvre un champ d'opportunité qui va beaucoup plus loin qu'une analyse de rotation en disant je vais couper
dans les stocks qui tournent le moins. J'illustre, ça va, je suis encore dans les temps. J'illustre chacun de ces 4 points parce que je vais pas l'objectif n'est pas que je vous détaille tout, puis après je vous dise le plan d'action. J'ai préféré simplement juste de vous donner des illustrations concrètes de chacun de ces points qu'on fait à travers nos outils d'ailleurs, mais qu'on met en main chez nos clients. Alors vous voyez, ce ROS dont je parlais tout à l'heure, c'est super simple. Hein. Alors c'est vrai que la finance, je l'intègre depuis 20 ans, et ne vous faites pas mystifier par les comptables et les financiers qui vous disent « mais tu ne comprends rien, c'est trop compliqué ». En fait, c'est pas plus compliqué que la supply chain, la finance. Et la supply chain, j'aurais même tendance à dire aujourd'hui, c'est presque plus compliqué qu'une analyse financière, contrairement à ce qu'on dit, même si on peut regretter qu'effectivement, on paye beaucoup plus cher les analyses financières que les analyses supply chain. Mais en fait, le ROS, c'est vous regardez la rotation de vos produits, hein, est-ce que ça tourne 1 fois par an, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 12 fois. Donc ça c'est le taux de rotation, puis vous regardez le taux de marge opérationnel. Hein. Bon après, suivant les boîtes, on peut calculer ce taux de marge, mais grosso modo dans la supply chain, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la marge qui tient compte finalement des coûts directs du COGS. Hein. Et donc le ROS qui sont pris uniquement là sur les stocks, c'est super simple, hein, c'est le taux de marge produit fois le taux de rotation des stocks. Donc si vous voulez un ROS donné, bah, vous avez des courbes comme ça. Si vous avez un ROS à 50%, voilà, ça c'est un ROS à 100%, ça c'est un ROS à 150%. Vous voyez, c'est super simple. Et vous mettez sur le graphe, par famille de produits, vous pouvez le faire par produit, hein, là c'est par famille de produits. Donc là, la taille du rond, c'est le volume du chiffre d'affaires du produit. Et puis, vous le positionnez donc sur la marge contributive. Hein, en fait, c'est la rentabilité contributive du produit vu par rapport au cash qui est immobilisé dans les stocks. Donc vous voyez que si on commence à vous dire tu as un long tail, tu as des produits qui tournent peu, il faut que tu les supprimes, bah vous dites attendez, on va regarder ça. Et puis voilà, il y a des petits produits qui tournent peu là, et puis qui sont très hauts. Et puis vous avez aussi des produits qui tournent mieux, avec un chiffre d'affaires, mais qui peuvent être relativement en dessous en termes d'objectifs de ROF. Donc vous voyez que c'est quand même un outil qui est super simple à utiliser et qui est un excellent outil de dialogue avec les financiers. Alors après, l'objectif, et il y avait une question dans ce sens-là, c'est que si vous voulez améliorer votre position en ROS, en cash flow, etc., bah, évidemment, il y a que 2 possibilités. Soit vous augmentez les taux de rotation, et on verra après comment, soit vous augmentez la marge. Et il y a quelqu'un qui posait la question tout à l'heure, alors là pour le coup c'est pas d'actualité en ce moment avec l'inflation, vous vous reposez la question du prix, mais sinon vous vous reposez la question du coût, et en supply chain évidemment, ça veut dire que si vous voulez augmenter la marge, il faut réduire le cost to serve d'une manière ou d'une autre. Oui. Le 25% que tu as donné tout à l'heure, qui est général, oui. Il varie selon entre 20 et 30, ou il peut varier de 2 à 200? Non, en suivant les secteurs, ça varie, ça peut varier beaucoup. Hein, parce qu'il y a si on est sur des secteurs très capitalistiques, on va être effectivement sur des taux qui sont moins élevés que ça, ouais. Parce que ça veut dire que le dénominateur est très élevé. Ouais. Si on est sur des secteurs moins capitalistiques, on est sur des taux qui peuvent être plus élevés, mais le numérateur en général est plus faible. Donc ça dépend vraiment des secteurs. Et puis, c'est là justement qui est le point qui est important, c'est que quand une boîte a fixé un objectif, en fait c'est là où s'il faut retenir peut-être un seul truc dans ce que je raconte, c'est qu'une stratégie de supply chain, est-ce qu'elle va jouer sur le numérateur ou est-ce qu'elle va jouer sur un dénominateur? Parce que si on veut 25%, si on est en dessous, bah, effectivement on peut jouer sur le numérateur, c'est-à-dire on va dire je vais augmenter la marge, donc je vais essayer de réduire mon cost to serve par exemple. Et puis on peut jouer aussi sur le dénominateur en disant il faut que je réduise les stocks. Et c'est pas du tout, finalement peut-être qu'on va identifier des actions et un positionnement supply chain qui va pas être du tout le même.
C'est pour ça que je donnais cet exemple-là, où là, la boîte en question, sa stratégie, c'est d'avoir un portefeuille de produits très large, hein, et donc d'admettre des long tails, par rapport à des boîtes qui font plus, qui sont sur les mêmes marchés, mais avec des produits de commodité qui tournent beaucoup plus. Si à ceux que ça intéresse, je pourrais envoyer un peu plus d'éléments, parce que c'est effectivement des ratios qui sont quand même très très intéressants à analyser. Et en tout cas, je vous conseille, si ça vous intéresse, de regarder ça chez vous, parce que honnêtement, c'est pas très difficile à faire. Alors ensuite, bon, mais ça vous le connaissez bien, c'est l'impact des taux de service. Ici, au sens, on le connaît bien dans la distribution, c'est qu'aujourd'hui, historiquement, il faut 98%, 95%, etc. Mais un des aspects qui est important, c'est de dire finalement, et c'est ce qu'on voit de plus en plus, c'est qu'il faut pouvoir faire une analyse qui est un peu plus différenciée que d'avoir un taux unique. Ça peut être en fonction des enseignes, des produits, effectivement des types de réseaux. Et donc là, c'est évidemment un arbitrage à la fois marketing et commercial. Et ce qui est intéressant aussi, quand on fait ces analyses d'impact du taux de service, c'est évidemment aussi de savoir faire très vite la décomposition des facteurs de stock que vous connaissez, entre les stocks qui sont liés vraiment à la sécurité, les stocks qui sont liés à des effets de quantité, des effets cycliques et autres. Et puis, bien entendu, c'est là où, pour pouvoir alimenter valablement cette question-là, et c'est là où on retombe aussi sur des questions stratégiques, c'est il faut faire une analyse de la variabilité de la demande. Et une analyse de la variabilité de la demande, c'est tout de suite un impact potentiel sur la relation que vous avez avec vos clients, avec les distributeurs, etc. Donc très vite, quand vous commencez à regarder l'impact de la variabilité sur les stocks par rapport à des objectifs de service, très vite vous dérivez de toute façon sur des questions là aussi qui commencent à impacter la stratégie, en tout cas au moins la stratégie marketing et commerciale. Quand vous regardez la partie usine, c'est pareil, c'est que donc nous aussi on fait évidemment des analyses entre ce qu'on appelle nous, alors je vous ai mis à chaque fois des indicateurs là, certains vous connaissiez peut-être moins celui-là, mais il est clé. Évidemment celui-là vous connaissez tous. Il y a un indicateur nous qu'on aime bien sortir aussi de manière automatique, c'est le taux d'équilibre des stocks, parce que c'est bien de sortir les niveaux de couverture, les taux de rotation, etc. Mais c'est mieux de voir si finalement c'est bien équilibré, pas bien équilibré, et en particulier quand on est sur des stocks industriels, la question c'est est-ce qu'on est bien équilibré entre des matières premières, des semi-finis et des produits finis, et à l'intérieur de chacun des classes et de chacun des produits, est-ce que on est on a des écarts par rapport aux normatifs ou pas, sachant que je ne vais pas rentrer ici dans le détail de ce que c'est que les calculs de stock normatif. Ça nous amènerait un peu loin. Mais évidemment, ça tient compte de la variabilité, des lead time, des process de production, etc. etc. Et donc, ici, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut gagner Qu'est-ce qu'on peut gagner dans les encours et les stocks? Alors, quand je parle de stock, j'y intègre aussi les encours. Il y a des industries, on le sait dans l'aéronautique ou dans d'autres, sur lesquelles, par exemple, les encours représentent un poids important. Et c'est souvent quelque chose qui est finalement pas bien sous contrôle. Déjà, les semi-finis, c'est pas toujours sous contrôle. Les matières premières et les produits finis, en général, ça, on les suit bien, on voit ce qu'il y a dedans. Mais c'est vrai que les encours et les semi-finis, c'est toujours parfois un peu plus problématique d'un point de vue comptable et financier, avec des écarts par rapport à la réalité des flux physiques. Voilà, donc tout ça, c'est cet aspect qui, là aussi, a un impact sur la stratégie de la supply chain, et en particulier sur ces questions de ce que j'appelle, moi, du découplage. Je préfère parler de découplage parce que derrière le découplage, il y a deux questions. Il y a est-ce que je découpe les stocks, c'est-à-dire, quand je dis découplage, ça veut dire que j'ai des encours, j'ai des semi-finis qui sont vraiment gérés sur stock et non plus en cascade du MRP. Et après, vous pouvez avoir plusieurs méthodes. Vous pouvez avoir des méthodes du DDMRP, mais vous pouvez avoir du flux tiré, qui est dans une méthode différente. Vous pouvez avoir des méthodes qui sont un peu oubliées aujourd'hui, mais qui peuvent être intéressantes, comme du code WIP.
Voilà, donc je ne vais pas rentrer ici dans les différentes méthodes. Mon point, c'est simplement de dire qu'à un moment donné, la question du découplage ou non, c'est en fait une question assez stratégique sur l'operating model. C'est pas juste une question de débrancher un MRP pour mettre du DDMRP. Hein. C'est beaucoup plus stratégique que ça. Et puis je finirai sur le réseau, qui est sur des arbitrages de distribution, où évidemment là la question c'est aussi en fonction et là on est typiquement sur une question alors là pour le coup je parlais du ROS avec les actifs circulants en stock, mais là qui intègre aussi les actifs immobilisés, puisque là la question c'est le réseau de plateformes. Donc à la fois est-ce que j'ai intérêt à avoir plutôt un super hub, ou est-ce que j'ai plutôt intérêt à avoir des plateformes plutôt délocalisées en réseau. En plus là il y avait des questions de est-ce que je centralise les flux de distribution, ou est-ce que je fais du shipping direct d'un certain nombre directement d'usines. Bon, je ne vais pas rentrer dans toute cette problématique. Mais là, on est aussi évidemment sur des questions sur lesquelles ça a un impact sur les stocks de distribution, ça a un impact sur le cost to serve, ça a un impact sur les actifs en termes de structure de réseau, et y compris aussi, je terminerai d'ailleurs par là, parce que je ne vous ai pas présenté toute la structure, le lien entre une structure financière et une structure de supply chain, mais évidemment, quand vous externalisez ou quand vous internalisez, vous changez. Si vous avez des entrepôts qui sont internalisés, c'est un actif dans votre bilan, donc vous avez un actif immobilisé plus important, et si vous voulez externaliser, vous troquez cet actif sur des coûts variables plus importants, puisque évidemment vous utilisez un prestataire logistique, donc votre structure de bilan n'est pas la même, mais ça ne veut pas dire pour autant que le ROS il va changer. Hein. Voilà, donc je finirai simplement par quelques considérations sur l'alignement entre une stratégie supply chain et puis une stratégie d'entreprise. Alors, les cabinets de strat me diraient que je suis super simpliste. C'est un peu vrai, mais je ne prétends pas faire de la strat. Sur la typologie des différentes stratégies, mais j'ai commencé cette conférence en parlant d'alignement entre la stratégie d'entreprise et la stratégie supply chain. En fait, quand on regarde les stratégies d'entreprise, on peut considérer qu'il y a trois grandes stratégies. Alors après, ça peut être combiné, mais restons simples. Vous pouvez avoir une stratégie sur laquelle vous avez le meilleur produit du marché, vous êtes Apple, et de toute façon, vous avez des prix premium pour ça. Et l'important, c'est de ne pas avoir de rupture, de faire croire en permanence que vous avez de l'innovation de rupture. Enfin, je ne vous fais pas un dessin. Ensuite, vous avez les stratégies. Par exemple, c'est exactement celle de la boîte sur laquelle je vous ai donné quelques éléments, qui ne disait pas j'ai des produits qui sont les meilleurs partout, mais moi, je suis un peu ce qu'on appelle Customer Intimacy, c'est-à-dire que quand un client il vient, il sait qu'il va trouver tout ce qu'il cherche quand on va effectivement dans certaines enseignes de distribution, on sait qu'on va trouver à peu près, on est à coup sûr, on va trouver ce qu'on cherche dans différents segments. Et puis vous avez des stratégies, évidemment à travers de coûts. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas des produits de mauvaise qualité, mais vous cherchez effectivement à avoir le meilleur rapport qualité-prix. Et c'est vrai que depuis la crise, c'est assez intéressant de se reposer sur des questions un petit peu de stratégie comme ça. En fait, quand vous regardez ces différents types de stratégies, encore une fois, c'est assez simple, mais vous ne pouvez pas gagner en supply chain sur tous les tableaux. D'où l'importance de se poser des questions de ce type-là, parce que si vous êtes sur une stratégie qui est, de toute façon, moi j'ai un produit leader, c'est le meilleur produit du marché, et tout le monde me l'achète, il faut avoir un service qui est ad hoc, parce que là, ça impacte directement votre image, votre chiffre d'affaires et votre marge, et vous pouvez vous permettre d'avoir des stocks et des coûts qui sont... là, ça va dans le sens de stock et de coûts décroissants, et là, ça va dans le sens de services plus élevés.
vous n'allez pas forcément vous comparer avec celui qui a des produits dans le même secteur, mais qui est lui sur une stratégie de meilleure qualité de prix avec le coût plus bas évidemment, qui est ici les pointillés en bleu avec qui n'est pas exactement le même niveau de service. Puis vous avez aussi l'intermédiaire que j'ai appelé ici Customer Intimacy. Vous allez peut-être pas offrir un service aussi top que celui qui est le leader produit, mais vous avez quand même un meilleur service que celui qui est au coût plus bas, et vous allez vous trouver un intermédiaire. Alors je vous ai illustré ça simplement pour donner un peu de chair à cette question d'alignement entre une stratégie d'entreprise et une stratégie de supply chain. La stratégie de supply chain derrière étant celle que j'ai évoquée, c'est-à-dire c'est quoi mon infrastructure de supply chain en termes d'assets physiques, c'est quoi mon infrastructure en termes d'assets IT, c'est quoi mon infrastructure, j'aime pas trop parler d'assets people, mais j'aurais pu dire les assets people au sens des compétences clés, c'est quoi mon operating model, voilà, c'est quand même des briques fondamentales de caractéristiques d'une stratégie supply chain. Donc, voilà, c'est dans les temps, hein, Thierry. Parfait, hein, oui, et un quart. Merci. Hervé, c'était pas un exercice facile.